Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes, dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui. Alors, nous avons le plaisir justement ce jour d'accueillir dans nos studios deux acteurs de la transition écologique positive. Le premier qui se nomme Antoine Sanchez, qui est CIO de Mitsubishi Electric et qui a édité un baromètre sur la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Et Erwan Leméné, qui lui est président cofondateur d'Écoterie, qui vous propose d'agir pour le climat en devenant propriétaire d'arbres. Alors bonjour Antoine, nous allons commencer avec vous, si vous le voulez bien. Pour la première édition de ce baromètre, Mitsubishi Electric dévoile des chiffres inédits sur la consommation énergétique de bureaux, d'hôtels et d'établissements bancaires qui sont répartis sur tout le territoire français. Ces données précises ont été collectées entre juin 2024 et juin 2025 grâce au système connecté de gestion énergétique qui équipe ces bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Mitsubishi Electric, qu'on comprenne bien ce que vous faites précisément? Alors, petite précision, je ne suis pas CEO de Mitsubishi Electric, pas voilà, encore du moins. Je savais que j'allais faire une erreur. Je suis simplement directeur de la prescription tertiaire. Eh bien, directeur de la prescription tertiaire au sein de Mitsubishi Electric, qui est une société japonaise installée depuis 50 ans en France et avec une division pompe à chaleur, solution confort thermique, depuis 1991. Alors, quel est son cœur de métier à cette entreprise et depuis combien de temps est-elle implantée en France? Donc, comme je disais, ça fait 50 ans qu'elle est en France. Oui. Et son cœur de métier, c'est pompe à chaleur, solution de confort thermique pour le résidentiel et pour le tertiaire. Moi, je m'occupe plus de la partie tertiaire, hôtel, bâtiments de bureaux, data center, voire d'industrie également. Alors justement, en tant que directeur de la prescription tertiaire, c'est quoi votre rôle? Parce que on a compris à peu près la direction, mais précisément votre rôle. On pose souvent la question, effectivement, qu'est-ce que la prescription? En fait, lorsqu'on construit un bâtiment ou qu'on le rénove, des grands bâtiments de bureaux par exemple, on accompagne les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études à établir des cahiers des charges. Mon équipe est là pour prescrire des solutions techniques en attente et aux besoins du client à travers des bureaux d'études qui vont définir des solutions thermiques les plus adaptées. Alors, pour nos auditeurs, que l'on comprenne bien, pour moi aussi d'ailleurs, pour repartir avec une base solide, c'est quoi une pompe à chaleur? Alors, pour comprendre ce qu'est une pompe à chaleur, je vous donne un exemple très simple. On va prendre un frigo. Un frigo, c'est une pompe à chaleur, c'est un climatiseur. On va prendre les calories de l'air ambiant qu'on va extraire et qu'on va transférer à l'intérieur d'un frigo, le froid. Donc, on transfère de l'énergie par le vecteur air. Une pompe à chaleur, on va venir chauffer de l'eau à travers les calories qui ont été extraites dans l'air ambiant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est par exemple, un radiateur consomme 1 kW et restitue 1 kW de chaleur. Les pompes à chaleur vont prendre 1 kW consommé et vont restituer 3 à 4 kW de chaleur. Gratuit. C'est gratuit, d'où l'énergie renouvelable, effectivement, de ces solutions thermiques. Mais il existe bien des pompes à chaleur RR et RO, on est bien d'accord? Effectivement, il y a deux solutions. Soit on transmet par l'air, climatiseur, le RR, et le RO, on prend des calories de l'extérieur, on va venir chauffer l'eau, qui vont venir donner de la chaleur et qui vont faire du confort thermique à travers l'eau. Et aujourd'hui, c'est quoi le marché de la pompe à chaleur en France? Alors, c'est un marché qui se développe énormément. Alors, le pompe à chaleur, c'est essentiellement résidentiel, un marché qui a culminé ces dernières années. C'est des solutions qui sont aidées par les primes rénov' de l'État et donc très, très importantes dans le cadre de la décarbonation dans le résidentiel et dans le tertiaire également. Alors, vous avez, comme je le disais en introduction, récemment réalisé un baromètre sur la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Sur quoi précisément a porté cette étude? Alors effectivement, on a connecté plus de 300 bâtiments en France, des bureaux, des hôtels, du bancaire, et on a souhaité analyser sur un panel de 35 000 m2 la consommation, le pilotage, qu'est-ce qu'il en ressortait. On a pris 3 usages, on a pris l'hôtellerie, le bancaire et les bureaux. On a constaté que déjà, sur ce panel, on consommait déjà 2 fois moins par rapport à des référentiels de l'ADEME, par exemple, grâce à des solutions de pompe à chaleur. On est allé un peu plus loin dans l'analyse. Par exemple, l'hôtellerie consomme 2 fois plus que des bureaux, puisque l'usage, c'est 24 heures sur 24,
il y a du confort, il y a nécessité. Et on a pu constater aussi le bancaire qui consomme 2 fois moins qu'un bureau, par exemple. Voilà. Alors, quels sont les facteurs clés qui permettent aujourd'hui de réduire sa consommation énergétique ? En fait, les outils digitaux vont venir accompagner l'efficacité déjà énergétique du pompe à chaleur par le pilotage d'un bâtiment. Par exemple, dans le bâtiment tertiaire, il y a des bâtiments où on peut programmer le chaud ou le froid en fonction de l'orientation d'un bâtiment. Simplement par cette programmation, on peut avoir 24% d'économie d'énergie. On peut aller même plus loin si on fait de la programmation calendaire en fonction du taux d'occupation, en fonction de l'usage d'un bâtiment, on peut descendre jusqu'à 37% d'économie d'énergie par rapport à des solutions standards. Alors, dans le tertiaire, dans l'immobilier tertiaire plus précisément, quels sont les bons élèves aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de bons élèves, et c'est pour ça que nous avons créé un concours. Tous les 2 ans, nous faisons ce qu'on appelle les trophées 3 diamants, et on célèbre justement les projets les plus remarquables. Donc, on demande à nos clients, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes, de concourir à ce concours et de présenter les projets les plus innovants. Alors, c'est pas seulement des solutions Mitsubishi électriques, parce qu'il faut concevoir un bâtiment dans son ensemble. Il y a la construction, il y a les matériaux qu'on utilise, l'isolation, l'éclairage. Donc, dans son ensemble, nous mettons en valeur ces projets qui sont remarquables en termes d'économie d'énergie et de solutions vertes. Et j'ai une question subsidiaire. Lorsqu'on a une pompe à chaleur, est-ce qu'elle continue de bien fonctionner par des températures négatives ? Par exemple, lorsqu'il fait moins 10 ou moins 15, y a-t-il des incidences particulières ? Effectivement, il faut savoir, il faut bien choisir ses pompes à chaleur. Et nous, par exemple, dans la gamme Mitsubishi électrique, nous avons des pompes à chaleur spécialement pour la montagne, par exemple, qui peuvent fonctionner jusqu'à moins 15, voire moins 30, sans perte de puissance. Donc il faut bien adapter sa pompe à chaleur à son usage. Alors ça veut dire qu'en fait ce sont des outils qui sont merveilleux. Vous nous proposez des produits ce sont des qui produits sont fantastiques, sans faute. Bien sûr fantastiques, et la qualité. Alors n'oublions pas bien entendu l'importance de l'installation. D'où de former nos installateurs. Nous formons plus de 500 installateurs par an. Donc il faut accompagner l'installation. Il faut accompagner aussi la maintenance. Donc voilà, il y a toute la chaîne des métiers qui est importante à suivre. Et quelles sont les innovations technologiques de Mitsubishi Electric ? Alors aujourd'hui, les grandes innovations sont les outils digitaux pour l'accompagnement du pilotage des bâtiments, mais aussi c'est avoir des fluides de plus en plus verts. On accompagne bien entendu la réglementation avec des fluides naturels pour l'usage de ces pompes à chaleur. Ça veut dire qu'on peut conclure que des solutions efficaces existent pour mieux gérer sa consommation d'énergie. En tout cas, avec Mitsubishi Electric, c'en est une preuve. Tout à fait. Merci, cher Antoine Sanchez. Vous êtes donc directeur de la prescription tertiaire voilà, de Mitsubishi Electric, qui a édité un baromètre sur la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, toujours avec nos 2 invités et avec Thibaut, notre French Trotter national, qui nous emmènera dans les Alpes italiennes pour parler de tourisme et d'environnement. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour dans les studios de Sud Radio, la planète demain, en compagnie de nos 2 invités et bien sûr de Thibaut, le French Trotter, qui cette semaine a décidé de s'évader jusque dans les Alpes italiennes pour nous présenter un modèle de tourisme durable, n'est-ce pas Thibaut ? Exactement Christophe, je vous emmène en Val d'Aoste, juste de l'autre côté du Mont Blanc, une vallée italienne où on respire, avec une biodiversité qui fait rêver, un vrai paradis pour le ski ou la randonnée. Mais comment accueillir les visiteurs sans abîmer la montagne en respectant les habitants ? Eh bien, les acteurs locaux ont des solutions concrètes. J'ai d'abord rencontré Daniele Pieillère. Il dirige l'association Natura Valp dans la vallée de Valpelline, une zone de montagne brute, préservée, qui accueille le public. Mais en évitant le tourisme de masse, il nous parle du but de l'association. Natura Valp, c'est une association de montagne. Elle a été créée il y a 15 ans. On s'est mis ensemble un peu les agriculteurs, les éleveurs, les opérateurs touristiques, les guides et les habitants surtout de la Valpelline. Et on a choisi de faire du tourisme doux. Tourisme loin de la masse, loin des remontées mécaniques, parce qu'on n'a pas de remontées mécaniques, même si géographiquement on est une vallée très importante, c'est la plus longue de la vallée d'Aoste. C'est quoi votre définition du tourisme doux, du slow tourisme ? Le tourisme doux, nous on l'appelle aussi responsable. C'est un tourisme qui voit les gens qui viennent nous visiter en contact direct avec les gens du lieu.
On cherche vraiment ça. On cherche des gens qui vont respecter la nature, ils vont respecter l'agriculture. Et on va chercher de lier vraiment les gens qui viennent nous visiter avec nous. On cherche de les mettre en contact avec les agriculteurs. On organise des visites chez les fermes agricoles, des visites chez les artisans du bois. Et nous, pour premier, nous qui on a des hôtels ou des restaurants, on est des ambassadeurs de ça, on est des ambassadeurs des produits locaux. Et alors le tourisme doux, c'est un peu tout ça. C'est vraiment venir chez nous, chercher de manger ce qu'on a produit, comprendre l'importance de nos produits, voir et regarder où les vaches ils sont, ils vont manger leurs herbes, c'est des jardins botaniques. Alors ça c'est très important pour nous. C'est aussi un tourisme qui promeut des déplacements avec des empreintes carbone plus faibles. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est sûr que notre type de tourisme, tu laisses la voiture et après c'est tout un tourisme à pied parce que tu vas aller dans les alpages. Vous êtes habitant de Valpelline de génération en génération? Moi, je suis retourné dans Valpelline. Ma mère, elle l'avait laissé et elle était descendue un peu plus bas. Je suis une génération qui est remontée. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à revenir aux sources? En italien, on dit calamita. C'est vraiment une attraction phénoménale que moi j'ai pour la montagne. Je ne peux pas même l'expliquer. Le fait de vivre dans un endroit que c'est tous les jours différent, avec une faune, une flore particulière, c'est une richesse, voilà. On quitte Valpelline pour grimper sur le plateau qui surplombe Aoste, direction Pila, une station de ski. On est en compagnie de Willy, le directeur de remontée mécanique. Il va décrire pour nous ce panorama qui est tout simplement exceptionnel. On voit le Mont Blanc du côté français, les Grands Jorasses, les Dents du Géant. Et après tu passes vers le côté suisse, tu passes par le Grand Commun. Et après tu arrives au Cervin et tu arrives jusqu'au Mont Rose. Tu vois tout. De l'autre côté, tu regardes même la vallée de Cogne où tu as le Grand Paradis et tu as le parc national du Grand Paradis que c'est le plus vieux d'Italie. Les skieurs profitent de cette nature magnifique et le ski, ça laisse une empreinte carbone. Alors comment Pila fait-elle pour la réduire? Nous, on a bien compris que la plupart de la pollution, ça arrive de quelqu'un qui, avec sa propre voiture, rejoint le domaine skiable, la vallée. C'est pour ça que ce qu'on dit, venez skier à Pila parce que vous laissez la voiture dans la ville à la sortie de l'autoroute et après tu montes de la ville jusqu'à la station avec une télécabine qui va à l'électricité et nous l'électricité qu'on utilise c'est 100% l'électricité complètement verte qui arrive des eaux de la vallée d'Aoste. Eh bien, un grand merci à Daniele, Willy et à tous ceux qui font vivre cette montagne autrement. À la semaine prochaine, mon cher Thibaut, pour un nouveau reportage en altitude, encore une fois. Vous êtes toujours sur Sud Radio, La Planète Demain, l'émission qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et nous avons maintenant le plaisir d'y accueillir Erwan Leméné, qui lui est président cofondateur d'Écoterie, qui vous propose d'agir pour le climat en devenant propriétaire d'arbres. Bonjour Erwan. Bonjour Christophe. Alors, Écoterie a été fondée en 2014 par des associés complémentaires, reconvertis dans la restauration forestière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, nous on a monté Écoterie après 10-15 années d'expérience professionnelle, avec pour objectif d'incarner ce que peut être vraiment la restauration des écosystèmes, et notamment toute cette polémique qu'il y a autour de la neutralité carbone. Voilà. Moi j'ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprises qui étaient convaincus par le sujet mais qui ne savaient pas comment faire. Et donc concrètement, nous restaurons des forêts, des actifs naturels en France et en Europe. Alors, selon vous, soutenir la restauration et la gestion d'écosystèmes vitaux tels que les forêts et les zones humides, est-ce que cela permet de contribuer à lutter contre le changement climatique et à protéger la biodiversité ? Oui, absolument. Je pense que la biodiversité, c'est notre critère principal quand on fait des projets de restauration. Moi, je suis absolument convaincu que la biodiversité est le nouveau carbone. On verra si j'ai raison dans quelques années. Mais surtout, quand on prend l'exemple de Valence, par exemple, en Espagne, ou de certaines villes du Nord qui sont inondées 2 fois par an, c'est du territoire qu'on perd. Donc oui, préserver nos écosystèmes, c'est préserver aussi toute l'activité économique qu'il peut y avoir aux alentours autour. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Écoterie est leader européen des solutions qui sont basées sur la nature ? Pour être honnête, je dirais qu'on est l'un des leaders européens, effectivement, mais on a fait beaucoup de projets un peu dans tous les pays d'Europe, notamment l'Europe du Nord, avec une conviction forte, c'est que les entreprises qui se sont engagées dans une réduction de leur impact vont financer des projets là où elles sont implantées. Voilà. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une cohérence, d'avoir des projets qui soient cohérents, qui soient incarnés, qui soient tangibles,
qui soient aussi montrables, et on va dire que les entreprises les utilisent aussi d'un point de vue communication et marketing, tout simplement en expliquant qu'elles ont une activité économique qui a un impact non neutre, et donc elles vont faire une contribution dans le même secteur, dans le même département, même région, etc. Alors, Écoterie, c'est combien d'arbres plantés, de projets biodiversité réalisés, d'entreprises clients et de particuliers concernés? Qu'est-ce que ça représente précisément? Alors depuis effectivement une grande dizaine d'années, c'est plus de 2000 clients entreprises, plus de 100 000 clients particuliers, 5000 hectares restaurés, plus de 2 millions d'arbres plantés, une dizaine de pays couverts. Voilà un petit panorama de ce qu'on peut faire. Et on continue de plus en plus, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu modifié notre offre. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des sociétés de gestion, des fonds d'investissement qui créent des véhicules Nature-Based Solutions, avec pour vocation d'investir dans des actifs partiellement dégradés, de les restaurer, de les conserver, à l'image un peu des fonds infrastructures. Et ce qui est magique là-dedans, c'est qu'on voit un alignement d'intérêts entre la performance économique mais également la performance, enfin l'écologie, c'est-à-dire que c'est des actifs qui vont vraiment redevenir un vrai puits de carbone, qui vont être restaurés et préserver évidemment les espaces et les géographies où ils sont implantés. Et de quelle manière Écoterie développe-t-il son approche d'acquisition de forêt dite moyenne ? On a une approche qui est assez particulière. Si je prends une analogie à l'immobilier, on est acheteur d'immeubles vétustes et insalubres. Nous, ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, c'est le terme value add ou régénératif. Donc on achète des forêts qui ont une capacité à devenir premium sous 20 ans, mais qui aujourd'hui ne le sont pas parce qu'il y a entre 20 et 50% de la surface qui nécessite une restauration. Et c'est vraiment notre savoir-faire, c'est de réparer ces écosystèmes. Encore une fois, je sais que vous êtes sensible, en mettant au cœur de notre projet, non pas l'additionnalité carbone, même si c'est ce qui nous fait vivre, mais la biodiversité, parce qu'on est convaincu que la biodiversité, c'est le facteur de clé de résilience des écosystèmes. On le voit dans toutes les forêts malades, notamment en Europe. Et on veut réparer des écosystèmes qui durent 100 ans, donc c'est un peu notre ambition. Alors pour un particulier, donc pour nos auditeurs, est-ce que c'est simple d'acheter un arbre sur Écoterie ? Oui, il n'y a rien de plus simple, vous allez sur notre site internet écoterie.green ou .fr ou .ce que vous voulez et vous allez tomber directement sur nos différents projets. Et qu'est-ce que vous envisagez en matière de biodiversité, de carbone mesurable ? Alors, les crédits carbone, c'est des règles bien définies. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est l'ADEME qui donne les certifications. Donc, on applique tout simplement les standards. Alors, c'est l'ADEME en France, mais c'est d'autres organismes en Allemagne, au UK ou en Roumanie, là où on travaille pas mal, ou dans les pays de l'Est. Et sur la biodiversité, ça va passer par, en fait, une adaptation du plan de gestion qu'on va systématiquement mettre en SMCC, sylviculture mixte à couvert continu, et donc dans lequel on va mélanger 7 à 8 espèces et essences d'arbres différentes. On va créer des zones humides, restaurer des ripisylves, créer des mares forestières s'il n'y a pas de point d'eau, installer des abeilles, planter des haies mellifères. Tout ça permet de contribuer on a une approche vraiment holistique de restaurer des écosystèmes. Alors vous avez des experts, j'imagine, qui sont liés au carbone ou à la biodiversité. C'est quoi leur profil ? Alors c'est des ingénieurs forestiers, experts forestiers, gestionnaires forestiers et puis évidemment des écologues spécialistes de ces écosystèmes. Alors, j'ai vu quelque chose passer. Selon Tikeo Capital, les forêts représenteraient un tiers de la solution climat. Manque-t-il beaucoup d'argent pour financer la transition d'ici à 2030, selon vous ? Oui, énormément. Pour être tout à fait honnête, la forêt, c'est le deuxième puits de carbone derrière les océans. Mais c'est celui sur lequel on peut agir le plus facilement possible, pour plein de raisons que vous imaginez. Les océans, c'est pas évident, et puis c'est difficilement mesurable. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, particulièrement en France, 75% de la forêt française est détenue par des particuliers, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de l'entretenir correctement. Donc c'est un vrai gâchis, parce qu'on voit tous les jours des projets qui ont été pensés par deux générations avant, par des personnes qui sont vraiment données un mal de chien pour créer ces forêts, pour en faire un écosystème résilient, et qui, faute d'entretien, finissent par péricliter, tomber malades, ou malheureusement subissent des catastrophes naturelles, telles que les feux ou les tempêtes. Donc ça, on a des moyens très simples d'agir, et nous, ce qu'on véhicule comme offre, c'est tout simplement de dire qu'il faut une cohérence entre les émissions, l'impact que peut avoir une entreprise et l'endroit où elle va faire sa contribution environnementale. Et en quelques mots, si vous aviez une définition à donner à l'écologie positive, quelle serait-elle ? Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut valoriser les personnes et les entreprises qui font bien,
au lieu de punir ceux qui font mal. Et le jour où on arrive à réconcilier économie et écologie, je pense qu'on tient quelque chose qui peut aller très loin. Merci cher Erwan Leméné, président cofondateur d'Écoterie, qui vous propose d'agir pour le climat en devenant propriétaire d'arbres. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent dimanche après-midi et je vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 et je vous invite à découvrir sans attendre notre plateforme TV digitale www.laplanètedemain.plus. À dimanche prochain, merci. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.